Bonsoir chers téléspectateurs, merci de rejoindre la chaîne de l'expression créative. Moi c'est Claudia Mangoula et je suis très content de vous recevoir encore une fois de plus en cette soirée. Nous sommes là pour parler sport dans Samedi Sport, l'émission phare de votre week-end en ce qui concerne les sports bien sûr. Et aujourd'hui je ne serai pas seul comme d'habitude, je serai accompagné de Patrick Bourret et d'Emmanuel Kifouani. Messieurs, je vous salue d'entrée, bonsoir. Bonsoir. Claudia Mangoula. Vous allez bien? Je commence par bien, Patrick. Très bien, encore un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux comme à l'accoutumée. Je pense qu'on va partager encore un bon moment. Je sais sur quoi est basé son plaisir, mais on va entrer en profondeur. Emmanuel, bonsoir également et bienvenue dans Samedi Sport. Oui, bonsoir Claudia, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment pour partager des sujets assez alléchants de ce soir. Les sujets assez alléchants. Aujourd'hui, on aura deux thèmes, mais tous les deux thèmes vont être concentrés sur les éliminatoires du Mondial 2026. Une partie focus sur la République démocratique du Congo et une autre sur la cavalerie africaine. Est-ce que vous êtes prêts? Ça vous tente? Ouais, bien sûr. La RDC très têtu qui veut justement aller, qui continue à... Ce sont les termes. Ah, bien sûr. Très têtu parce que le pays reste toujours en course et c'est deux thèmes très, très intéressants. Et vous, Emmanuel? Les éliminatoires zone Afrique ont toujours été mon plat préféré. Je pense que ce sera quelque chose qui va beaucoup me plaire. Rien qu'à parler de ça, j'ai beaucoup de plaisir. Un plat qu'on aura le plaisir de déguster ensemble. On va commencer par le premier état de lieu qui consiste à faire un focus sur le parcours des léopards de la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. La République démocratique du Congo a validé sa place pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026 après une campagne d'éliminatoires pleine de rebondissements. Longtemps en tête du groupe B, les Léopards avaient la possibilité de prendre de large face au Sénégal, mais au stade de Martyr, la désillusion a été grande. Après avoir mené 2-0, les hommes de Sébastien Desabre se sont inclinés 3-2, laissant filer une occasion historique de creuser le quart et de sécuriser leur billet direct. Cette défaite a bouleversé la hiérarchie du groupe et relégué la RDC à la deuxième place. Pour conserver ses chances, l'équipe de Sébastien Desabre a dû s'imposer face au Togo à l'extérieur 1-0 et à domicile face au Soudan sur le même score. Qualifié pour le barrage A4, la République démocratique du Congo affrontera le Cameroun avant de jouer une dernière finale afin de composter pour le tour intercontinental et espérer décrocher sa qualification au Mondial 2026. Un chemin sémé d'embûches, mais les Léopards conservent l'opportunité d'écrire une nouvelle page de leur histoire, 50 ans après leur unique participation à la Coupe du Monde. Même objectif, chemin différent, la République démocratique du Congo ne s'est pas qualifiée pour le mondial directement. Je vais vraiment nuancer parce qu'il y a encore une autre voie, celle de barrage. On va commencer par vous, Patrick, et on va revenir depuis le début. Le premier match de la RDC, c'était bien. Le deuxième match, c'était une défaite contre le Soudan. Est-ce que ce n'est pas là où on a peut-être loupé la chance de la qualification? Oui, la République démocratique du Congo a trébuché à deux reprises, au départ et à la fin. Je parle du départ. Je vois justement cette défaite devant le Soudan qui a fait très mal. C'était en réalité pour moi une défaite évitable. C'était évitable pour la République démocratique du Congo, malheureusement. On a consommé cette défaite du côté du Soudan. Et la deuxième erreur ou le deuxième faux pas, c'est devant le Sénégal. Ça, c'était vraiment un péché. Hein. Pour moi, je l'ai appelé un péché qui était aussi évitable, mais la République démocratique du Congo s'est laissé burner par rapport à ces matchs. Et c'était quand même des résultats pour moi qui, je vois d'ailleurs la rencontre devant les Soudans, moi je suis toujours à tout moment resté sur ma faim par rapport à ma soif par rapport à cette rencontre, parce que la RDC a dominé les matchs du début jusqu'à la fin. On a eu énormément d'opportunités pour pouvoir scorer dans cette rencontre, mais on n'a pas pu. Ça, c'était vraiment ma soif. Et lors de la rencontre devant le Sénégal, on a aussi eu l'opportunité, parce qu'on menait à 2-0, on a eu l'opportunité de pouvoir remporter la rencontre, mais au finish, cette défaite criante, 3-2 au stade des Martyrs. Quelles sont les conséquences que moi j'ai tirées par rapport à ces départs et à cette fin de la RDC? C'est que la RDC a toujours ces petits trucs qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a un petit truc qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est en réalité la gestion des résultats.
la gestion des résultats reste le seul péché ultime qui fait en sorte que la RDC continue à trébucher en face des événements meilleurs. Je vais prendre l'exemple de la rencontre devant la Tunisie en 2017. On menait aussi sur le score de 2-0, mais on n'a pas su gérer les résultats qu'on avait. À 2-0, on s'est fait rattraper. Donc, vous parlez de la RDC depuis cette année-là. Depuis cette année-là, donc, il y a en réalité, c'est vrai, et c'est seul péché-là, la RDC ne sait pas tenir ses résultats. Donc, à tout moment qu'on se retrouve en face d'un meilleur résultat, on n'arrive pas à les garder, on n'arrive pas à les gérer. C'est comme ça on n'arrive pas à obtenir cette qualification qu'on court derrière depuis plusieurs années. En 2017, 2-0 devant la Tunisie, on s'est fait rattraper, et 2-0 devant le Sénégal, justement au Stade des Martyrs, on s'est fait remonter, et ça c'est un péché. Je vais faire une étude comparative entre la RDC et les pays du Maghreb. Donner ces 2-0 là au Maroc devant le Sénégal, les matchs est fini. Les matchs est fini parce que c'est un pays qui sait gérer un résultat en termes d'idéologie, en termes de système tactique, en termes de détermination, en termes d'état d'esprit. En 2021, on a vu le Cameroun qui a fait l'inverse. Hein, non, mais devant l'Algérie. Ça peut arriver une ou deux fois, mais pour la RDC, c'est devenu une coutume. C'est que même si on mène, même si on a un avantage, on n'arrive pas à les garder. Oui, vous avez dit, ça peut arriver que le Cameroun renverse l'Algérie, mais ça arrive une fois tous les 20 ans. Donc c'est quand même c'est arrivé. Oui, c'est arrivé, mais ça arrive une fois. Mais bon, maintenant voyons pour la République démocratique du Congo, c'est que c'est un fait répétitif. Et au moment où la RDC ne va pas réussir à arrêter cette hémorragie là, on restera toujours avec ces petits trucs là qui feront en sorte que la RDC souffre. Souffrir. Pour vous, qu'est-ce qui fait beaucoup plus souffrir? C'est la défaite contre le Sénégal ou la défaite contre le Soudan? En tout cas, je pense que c'est la défaite contre le Soudan qui était évitable. Contrairement au match du Sénégal qui ne m'a fait ni chaud ni froid. Et c'est là que je suis venu comprendre certaines... les erreurs ne sont pas que tactiques au niveau des acteurs surtout. Déjà, c'est un match, moi je vous l'avais dit ici sur ce plateau, qu'on n'avait aucune raison d'avoir peur. Mais le sélectionneur a eu peur, on a perdu. Voilà, donc en nous mettant un milieu... Déjà, en ayant peur tout simplement de reproduire son meilleur dispositif tactique, ça c'était nous tuer à l'avance. Et c'est comme ça qu'on a perdu ce match face au Sénégal. Bon, que je n'ai pas trouvé, j'ai compris qu'en face on avait une grande équipe, une équipe qui se prépare depuis, le projet du Sénégal. Moi j'ai vu le projet du Sénégal naître en 2017 après cette défaite face au Cameroun. Et c'est là que le président de la fédération, Augustin Senghor, a tapé poing sur table. Il a lancé un projet à long terme, chose que la RDC n'a pas. La RDC n'a pas un projet à long terme établi. Je ne sais pas, ça peut venir d'où. On peut peut-être essayer de proposer, mais bon, on va essayer de parler de ça. Tactiquement, Emmanuel Kifani, mais on n'entre pas dans le bureau, ni dans... on en parlera un autre jour. Hein. Mais carrément. Ce qui fait le plus mal, c'est quoi? C'est la défaite contre le Soudan, parce que on va s'en rappeler, c'était dans les arrêts de jeu qu'on a encaissé ce but qui va par la suite peser non seulement sur le classement, mais aussi sur la suite de la compétition, sur la suite des éliminatoires, parce que bon, les éliminatoires aussi font partie de la compétition. De toute façon, c'est la compétition. Et du coup, si on avait ces 3 points-là, parce que c'était 0, n'est-ce pas? Si on avait ces 3 points-là de plus, on serait déjà en train de jubiler, en train de se qualifier. Mais à quelque chose, malheur est bon, ça nous permettra tout simplement de restructurer l'équipe et de mettre un coup de pression sur le sélectionneur. Parce que moi, je me dis que le sélectionneur n'est pas plus exigeant envers son équipe que exigeant sur lui-même. Parce qu'on a un sélectionneur qui regarde l'équipe. Moi, je me rappelle de ce qu'Hervé Renard a fait en 2012. Quand la Zambie jouait face à la Côte d'Ivoire en finale, Hervé Renard a eu le temps de gueuler sur des joueurs. Ça joue sur l'ego des joueurs. Et ça permet à ces joueurs de pouvoir se surpasser. Moi, je regretterai toujours cette défaite. Cet autobus en fin de partie face au Soudan. Je m'étais posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je pense que c'était le match où Sébastien Desabre avait roté l'équipe. Il avait permis à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer titulaire de pouvoir jouer. Bon, ceux-là aussi n'ont pas reproduit une bonne performance, une performance acceptable. Des ratés de Banza, des dribbles de trop de Diangana. J'ai compris pourquoi ces joueurs se retrouvent sur le banc de touche. D'une part, faut pas toujours essayer de le condamner à 100%. Mais le coach, bien sûr, faut pas le condamner à 100%. Il peut tout simplement restructurer ou bien refaire sa tactique, mettre des joueurs, des pions essentiels. Moi, ce que j'ai aimé au match, par exemple, face au Togo, on a gagné au Togo, chose que le Sénégal n'a pas pu faire.
On est allé faire un nul au Sénégal, chose que toutes les équipes du groupe n'ont pas pu faire. Je pense qu'on n'a pas à se tirer dessus à tout bout de champ. Donc, on peut se satisfaire du peu qu'on a pu obtenir. On est en barrage. On va essayer de préparer ce match avec beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de Vous détermination. vouliez rebondir sur une question? Oui, sur ce qu'Emmanuel était en train de dire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il nous manquait un petit truc. Parce que si on regarde les précédentes qualifications pour la Coupe du Monde des deux pas de la RDC, c'est qu'on avait toujours eu du mal à pouvoir atteindre un certain niveau. Mais aujourd'hui, on a atteint un niveau parce que, regardez la RDC dans le passé, les pays avaient toujours du mal à s'imposer à l'extérieur. Mais si on doit regarder les parcours de la RDC lors de ces éliminatoires, c'est que il y a juste la défaite devant le Soudan, mais on a fait des très beaux résultats. D'ailleurs, c'est à le seul l'extérieur. match, excusez-moi, le seul match où on n'a pas marqué de but. Oui, bien Donc, sûr. Carrément. On a battu le Togo, comme Emmanuel l'a dit. On a fait un match nul devant les Sénégal à domicile. On a battu le Soudan du Sud. On a battu la Mauritanie à l'extérieur. Donc, ce sont des résultats que dans le passé, les Léopards n'arrivaient pas à atteindre ou à faire autant de victoires à l'extérieur lors d'une campagne des éliminatoires. Donc, je pense que la RDC a atteint un niveau. Mais il nous manque juste de casser ces derniers niveaux, ces derniers sommets justement qui fait en sorte que la République démocratique du Congo continue de stagner justement à part avant d'aller chercher à arracher cette qualification. C'est quoi les derniers sommets? Les derniers sommets, je l'ai toujours dit, en réalité, il y a une catégorie des nations que la RDC a du mal à pouvoir regarder en face. Mais cette catégorie-là, elle a un niveau quand même. Oui, Elle est mais en niveau. voilà très bon voilà niveau. pourquoi j'ai dit que la RDC doit maintenant aller chercher à travailler. Quand je parle de travailler, c'est étudier ces nations-là. Pour Qu'est-ce qui atteindre leur fait? niveau. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait la force, par exemple, du Sénégal? C'est Qu'est-ce qui fait la des force projets du sportifs Cameroun? concrets. J'en ai Voilà. parlé. Parce que Qu'est-ce moi, qu'il faut? moi, je pense qu'il y a comme vous avez cité le nom, catégorie, Ouais. il y a une certaine catégorie dans laquelle nous sommes. Parlons top Et 10. Voilà, les Carrément. tops. Le top 10. Mais il y a Il y a un africain. top 10, Quand on il y a un regarde, top 50, quand on regarde- il y a un top 100. Alors, quand on si regarde n'arrive pas à la battre les composition, équipes quand on de regarde top la 10. composition des groupes, il y a eu les premiers chapeaux, les nations qui se sont retrouvées dans le premier chapeau et les nations qui se sont retrouvées dans le deuxième chapeau, dont la République démocratique du Congo. Exact. Ce qui veut tout simplement dire que la RDC doit faire un effort pour pouvoir se retrouver parmi les nations qui se retrouvent dans le premier chapeau. D'où ceux qui sont dans les top 10. Voilà. Donc, que ça soit, moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, c'est le travail de la direction technique nationale. C'est pas le travail du coach ou du sélectionneur. C'est le travail de la direction technique qui doit pouvoir étudier ces nations-là. Si on a vraiment besoin de pouvoir battre les Sénégal, les Cameroun, les Maroc, la Tunisie, on doit vraiment voir les projets de l'équipe nationale de la RDC, Qui n'existe pas. qui n'existait pas, calquer ces programmes comme le Cameroun, comme le Sénégal, comme le Maroc. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la possibilité de pouvoir dépasser cette étape-là, ce niveau qui fait en sorte que la République démocratique du Congo n'arrive pas à arracher cette qualification. Et aussi, il y a cette idée où on dit qu'il manque un leader carrément au sein de notre sélection. Parce que on a vu Osimhen on va en parler tout à l'heure, porter le Nigeria jusqu'à ce que ce goal de différence puisse changer catégoriquement dans le classement et arracher le barrage. On a vu beaucoup de joueurs. Et d'ailleurs, Sadio Mané, Sadio Mané. je vous donne l'exemple de Sadio Mané parce que on l'a tous vu lors de la rencontre devant la RDC. La RDC qui menait 2-0 devant les Sénégal. Mais regardez les leaderships de Sadio Mané qui temporisait toujours les ardeurs de ses coéquipiers jusqu'à ce que le Sénégal est parvenu à remonter le nombre de buts marqués par la RDC. C'était qui les leaders de ces qualifications? L'aspect mental joue beaucoup de ces qualifications. Côté Sénégal. Côté Sénégal. Côté congolais. Côté On est congolais. Bon, le leader, c'est Cédric Bakambu. Et après, on l'a remarqué qu'à la fin, lors des, je peux dire, 2 dernières rencontres, parce que la troisième, il n'était pas là, notamment contre contre le Sénégal et contre cette équipe togolaise.
Je pense que c'est lui le leader. En fait, il a vraiment ce couloir-là. Bon, on manque quelqu'un qui va un peu peser sur l'aspect psychologique des joueurs, comme le font peut-être Osimhen, Aubameyang, vous l'avez vu, Mané aussi. comme le font Sadio Mané, qui a d'ailleurs été la plaque tournante de cette CAN dont je me souviendrai toujours, la CAN 2021 au Cameroun, joué en 2022. C'est lui qui donne ce trophée-là à cette équipe sénégalaise. Et je me dis, dans l'équipe nationale actuelle, le fer de lance, c'est lui le leader, hein, parce que bon, en défense, certes, il y a Mbemba, mais je ne sais pas si c'est vraiment, on peut être capitaine sans pour autant être leader, on le sent. Mané n'est pas capitaine, pourtant, c'est lui le leader de l'équipe. On l'a senti avec Drogba, c'était le capitaine, c'était même pas Didier Drogba à un certain moment, c'était Zokora, c'est Didier Zokora à l'époque. Du coup, donc je pense que Cédric peut bien assumer voilà ce poste de, enfin, c'est ce rôle de leader de l'équipe qui tonne voilà sur l'équipe, bien qu'on va quand même se rappeler de cette je veux dire ce comportement amer observé à 2-0, il envoyait des messages Snap. Bon, ça j'ai pas compris jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas de réponse. Ce n'est pas exemplaire de sa part, mais heureusement que le président de la République, d'ailleurs, exactement, des community managers, je pense. Je trouve que les community managers, j'ai trouvé que Cédric c'est pas Bakambu suffisant. est plus a plus une personnalité en dehors du terrain que sur les terrains. Carrément. Lorsque Cédric Bakambu est sur les réseaux sociaux ou lorsqu'il fait ses campagnes pour la République, je vois que c'est un Cédric Bakambu qui prend son autorité. Mais lorsqu'il est sur la pelouse, on ne sent pas un Cédric Bakambu, ces joueurs-là capables de remobiliser l'équipe en situation difficile. C'est en réalité à ces moments-là qu'il doit dépasser les caps de devenir un joueur, un leader très très important. Bon, je sais pas, c'est au moment où lorsqu'il jouait encore avec Villarreal, lorsqu'il était encore les Cédric Bakambu avec l'aura qu'il avait, il avait quand même une personnalité. Mais aujourd'hui, il est toujours en Espagne avec les Betis, mais ce n'est plus les Cédric Bakambu là de l'époque. C'est aussi ça l'importance. Oui, Chancel Mbemba, on parle d'un leader, mais c'est pas un leader capable de pouvoir immobiliser les gens sur le plan psychologique. C'est très important en réalité. Moi, je n'ai pas senti l'équipe de la RDC face au Sénégal, une équipe en train de chercher un résultat. Je suis désolé. Ouais. Surtout en seconde période. Ça sentait la peur. Non, mais ça sentait la peur. Beaucoup. En réalité, dès le départ. Dès le départ. Vous savez, le Maroc, la Tunisie, qu'est-ce qu'ils font? En réalité, lorsque l'équipe est en difficulté, ils savent réellement qu'on est en difficulté et ils ont des stratégies, en fait. Je ne soutiens pas ces stratégies, mais c'est quand même payant. Ça paye. L'équipe sur la pelouse. Parce que, à un certain moment, lorsque le Maroc est en difficulté, vous verrez des joueurs chercher à temporiser les jeux pour permettre aux coéquipiers de respirer. Mais chez nous, je n'ai jamais vu ça. Bon, je comprends que la défaite contre le Sénégal a impacté en majeure partie ceux qui, dès le départ, redoutaient cette équipe, alors que moi, personnellement, je n'avais pas peur du Sénégal. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Jusqu'à maintenant, c'est normal que ça puisse faire un peu mal, sauf à moi, bien sûr. Alors, parce que, bon... Elle était évidente. Évidente du moment où, dès le 11 de départ, il n'y a pas un animateur offensif. Face à une équipe qui vient pour jouer, le Sénégal, c'est une équipe assez joueuse. Si vous n'avez pas d'animateur offensif, eh bien, il faut s'attendre au pire. Donc, on a récupéré des deuxièmes ballons pour marquer et ça n'a rien fait au Sénégal. De façon à ce que c'est. Voilà. On avait les joueurs. Moi, j'ai aimé le résultat du dernier match face au Soudan. Le dispositif tactique, excepté peut-être Masuaku, parce que depuis un certain moment, il n'est plus trop productif et il ralentit un peu trop le jeu. Eh bien, fallait le mettre contre le Sénégal. J'aurais aimé voir un Galaël Moukao jouer contre le Sénégal. Qui n'était pas là, malheureusement. Je crois qu'il revenait d'une suspension. Il n'avait pas joué contre le Soudan. J'aurais préféré n'était pas là. Non, j'aurais préféré que ce soit Joris. En réalité, il a fait avec les joueurs qu'il avait à ces moments-là. Parce que, rappelez-vous, la RDC revenait. On revenait d'une période de pré-saison où plusieurs joueurs congolais n'avaient pas de temps de jeu. On a d'ailleurs décrié ces faits. Les gardiens Dimitri Berthaud, d'ailleurs, la preuve est que après ces matchs, il n'a plus été titularisé avec les Léopards.
Vous avez Chancel Mbemba qui n'avait à peine que quelques minutes de préparation avec la formation d'élite. D'ailleurs, il venait de signer avec son club. Vous avez, il y avait encore qui? Arthur Nassouakou également, qui n'avait pas de temps de jeu avec la formation de Sunderland, où il venait justement de signer. Yohan Wissa. C'était d'ailleurs le plus grand problème. Lui qui n'avait même, qui n'avait pas de préparation, il s'est pas préparé avec la formation de Newcastle. Donc, il y avait beaucoup de joueurs de la RDC qui n'avaient pas de temps de jeu. Et c'était normal. Voilà pourquoi je dis qu'il fallait jouer avec quelques stratégies. Si les coachs, les sélectionneurs étaient justement conscients, et si les joueurs également sur la pelouse étaient, parce qu'ils n'avaient pas de rythme. Ils devaient commencer à jouer, à casser les rythmes à tout moment pour permettre aux joueurs de pouvoir respirer, mais ils l'ont pas fait. Non, on parle de choix tactique, mais ce qui est moi, vrai... je comprends pas pourquoi on reste sur le match du Sénégal. Parce que c'est le seul match, c'est en réalité, si on avait deux possibilités. On avait deux possibilités lors de cette rencontre, soit une victoire, soit un match nul. C'est un péché immense de pouvoir ne pas cocher l'une de ces deux possibilités. Mais vous oubliez que si on avait perdu les matchs contre le Soudan du Sud, on n'aurait pas été barragiste. On parle d'un match de la deuxième journée, alors que là, il y avait une possibilité. Soudan du Sud. Dernier, le 4-1. Le Soudan. Le Soudan, c'était lors de la dernière journée. On l'a remporté. Sans problème. Mais le seul match, c'est devant le Sénégal. Si la RDC ne s'est pas qualifiée. Je parle là du Soudan parce qu'on passe directement à une autre facette de cette première partie. Le barrage. Évidemment que vous êtes tous au courant, même vous à la maison, que nous allons jouer contre le Cameroun, un autre dossier qu'on aura aussi à examiner ici. Mais les barragistes sont donc le Gabon, la République démocratique du Congo, bien évidemment, et le Cameroun, et ainsi que le Nigeria qui a arraché ces barrages. J'ai aimé la hargne, la grinta qu'ils ont utilisée face aux voisins pour battre le Béninois, qui était à 2 doigts d'une qualification historique. Mais après... les Nigériens, ils se sont méfaits de leurs supporters. J'ai vu sur les réseaux, on leur a dit, s'ils ne remportent pas le match, qu'ils ne sortent ni du terrain, qu'ils ne prennent pas le bus, qu'ils s'envolent carrément. On va rentrer sur le match République démocratique du Congo-Cameroun. Une petite vision. J'ai dit petite parce que je vous connais, vous deux. On va aller sur, il y a cette époque-là, on connaît l'histoire entre nous et nos voisins camerounais, et nos frères camerounais, pas nos voisins, nos frères camerounais. Une petite vision du match. Une petite lecture. Je dirais, je vais pas entrer dans ce que vous avez dit, il y a des traumatismes qui sont ineffaçables, entre autres les Cameroun, parce qu'on parle de Cameroun-RDC. Je sais que ça a toujours été difficile pour la République démocratique du Congo de s'en sortir, mais comme je l'ai dit tantôt lorsqu'on était en train d'analyser le parcours de la RDC dans ces éliminatoires, la RDC a toujours un petit problème. Ces petits problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à battre les équipes qui sont au-dessus de nous, les équipes du chapeau 1. Et là, malheureusement, on vient de tomber encore devant une équipe du chapeau 1 parce que les Cameroun restent parmi ces nations qui justement disputent ces chapeaux 1. La République démocratique du Congo qui se retrouve dans le chapeau D rencontre l'équipe qui se retrouve dans le chapeau 1. Donc, c'est à la République démocratique du Congo d'inverser la tendance. Parce que qu'est-ce qu'on a en face? On a une sélection camerounaise qui est en perte de vitesse, une sélection camerounaise qui n'a plus de repères, une sélection camerounaise qui n'a plus l'aura d'attente, l'aura de la génération Eto'o, la génération Aboubakar qui justement est également à la fin. Et la République démocratique du Congo qui a la génération de Wan-Bissaka qui est en train de remonter. Oui, on n'a pas un projet de jeu, mais on a quand même des joueurs qui peuvent regarder les Cameroun en face et poser énormément de problèmes au Cameroun. Si je dois comparer la RDC à l'Angola en termes des collectifs, en termes de joueurs, l'Angola ne fait pas le aujourd'hui en termes de joueurs, en termes de stars, l'Angola reste un tout petit peu derrière à la République démocratique du Congo, mais l'Angola fait une très belle canne. Oui, bien sûr, mais plus je sais, que la RDC mais la RDC a été parmi les 4 meilleures nations lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que l'Angola n'a pas eu l'opportunité de justement se retrouver parmi ces 4 nations. Les Cameroun, oui bien sûr, mais les Cameroun, je vous en prie, c'est un parcours. Oui, c'est un parcours. On ne va pas enlever ces parcours à la RDC. Quand on analyse, ce sera une victoire sur terrain. Donc, bien sûr. L'autre victoire contre l'Égypte, c'est à l'Angola, on a fait 3.
3 victoires. Ouais. pendant la Lorsqu'on CAN. remporte une victoire lors de la séance des tirs au but, ça reste une victoire, même si c'est toujours sur les terrains. Donc, l'Angola a posé énormément de problèmes au Cameroun lors de ces éliminatoires, et je me dis que c'est possible pour la République démocratique du Congo de pouvoir battre les Cameroun et passer à l'étape de la finale. Je sais pas si on va retrouver les Nigériens, comme vous l'avez dit, mais il y a quand même aussi, c'est très important d'épingler. Oui, vous avez parlé de l'état d'esprit des joueurs nigériens qui justement écoutaient les publics, mais c'était ça c'était juste un il y a eu une différence entre les Ghanéens. Les Ghanéens, lorsque le public a tollé, les joueurs ghanéens ont saboté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à ne pas arracher cette qualification, parce qu'il y a certains joueurs qui ont été tabassés sur la pelouse après une défaite justement à domicile. Et je pense que c'est un état d'esprit à saluer, un état d'esprit que le joueur congolais doit justement aller chercher à copier, parce qu'on l'a dit, on cherche toujours, voilà. Donc les joueurs congolais doivent prendre modèle de ce que le Nigeria, et même si la FIFA et la CAF ont aussi justement à favoriser certaines nations avec la règle des modifications du classement des meilleurs deuxièmes. C'est aussi un autre cas, parce que les Burkinabés ont vraiment eu du mal à pouvoir avaler cette histoire. Ils étaient un peu mieux placés que les Nigériens, qui n'ont pas pu battre les derniers de leur groupe. Ils ont fait des mauvais résultats face aux derniers de leur groupe, contrairement aux Burkinabés qui ont eu des très bons résultats face aux derniers du groupe. C'est comme ça qu'ils ont dit, c'est devenu justement une possibilité de pouvoir favoriser certaines nations au détriment des autres. Bon, moi j'ai d'ailleurs peur de tous les déplacements de l'Érythrée lors des prochaines campagnes. Parce que c'est eux qui ont tout causé. Emmanuel Kefouani, le Cameroun, on en parle. Je crois que c'est Marc Brice. Marc Brice, sélectionneur le Belge. Je sais duel avec les jusque-là, il y a eu, voilà, c'était ça. Et le ministre de Sport, c'est aussi vraiment un cas particulier, le football camerounais, qui, depuis un certain moment, est en train de balbutier. Vous pensez qu'on a une petite chance devant les Lions indomptables? On doit la jouer à fond, cette chance, même si elle est minime. On a une minime chance de pouvoir venir à bout du Cameroun. Le Cameroun qui, en 10 matchs, 19 points, 5 victoires, 4 nuls, une défaite, 17 buts marqués et 5 encaissés, contrairement à la RDC. 10 matchs de qualification. Oui, 10 matchs de qualification, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, face au Cap-Vert à Praia, sur ce but assassin de Livramento. 4 matchs nuls quand même. Bon, face à des équipes comme Eswatini, voilà, donc ça, l'Angola, l'île Maurice, je pense. Oui, ils ont eu à faire un match nul face à l'île Maurice. Voilà, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Je n'aime même pas être dans la peau de Samuel Eto'o. Bien sûr, c'est la cata. Exactement. Le Grand Cameroun ne ferait pas ce genre de résultat. La RDC, par contre, 10 matchs, 22 points, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 15 buts marqués et 6 encaissés. Moins de buts marqués que le Cameroun, plus de buts encaissés que le Cameroun. Attention, donc cela veut dire que la balance tourne en faveur des Lions indomptables, eux qui n'ont plus perdu face à l'RDC depuis le 28 février 1998. Voilà pourquoi j'ai la dit dernière il y a des défaite, traumatismes qui sont voilà, la dernière défaite, c'était à Bobo Dioulasso, à Bobo Dioulasso lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, s'il vous plaît. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations en 1988, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, but de Jerry Tondelwa. Donc c'est le dernier buteur qui a mis le Cameroun à terre, un Cameroun mondialiste en 90, en 94 et en 98. Je pense qu'on n'a pas à se faire peur, parce qu'on a eu à battre des grandes nations, des nations qui ont une grande réputation. Ça, je l'avais même dit contre le Sénégal, avant le match du Sénégal. On a eu à battre des nations qui ont une grande réputation, que ce soit sur le niveau africain ou sur le niveau mondial. Donc, face au Cameroun, je pense qu'on part avec 1% de chance. C'est ce que je sens. 1% de chance face au Cameroun. Est-ce qu'on va les battre? Bon, ça fait un très long moment. Vous voyez, quand on parle de 27 ans, quand on parle de tous ces matchs qu'on a eu à perdre d'ailleurs à domicile face au Cameroun. Bon, j'ai toujours vu le Cameroun comme le plafond de verre de la RDC, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Je me dis que la nation la plus forte, c'est le Cameroun. Donc la RDC vient en deuxième position. Et est-ce qu'on va briser? Si on brise ce plafond de verre, je sens que aucune équipe ne pourra peut-être nous arrêter. C'est ce que vous dites souvent. Oui, vous avez parlé on était d'ailleurs avec vous deux ici. Exact. Avant qu'on aborde le match face au Sénégal. Pas face au Sénégal, face au Soudan du Sud. Il y avait Soudan du Sud et Sénégal. Soudan du Sud et Sénégal. Parce qu'on a fait un match nul, voilà, notre sélection, vous voyez, c'est là. Exact. Et après, on en finalement. Non, mais il
il faut aussi enlever, je pense, la peur. Hein. Il faut avoir cette équipe manque d'âme, tout simplement. Chose que le Cameroun a. Parce que le Cameroun... Vous pensez que c'est le cas? Parce que c'est ce que déplore Samuel Eto'o. Si, il dit que ce n'est pas... Certes, c'est pas cette âme que... et d'ailleurs, cet état d'esprit porte un nom. Je suis curieux côté de camerounais, voir Emmanuel a plus peur du Cameroun que du Sénégal. C'est quand même curieux. Parce que c'est le plafond de verre. Parce que ça fait 27 ans qu'on ne les bat pas. Et parce que toutes les éliminations dans des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, il y a eu le Cameroun en face. Le Chan. Voilà. Le Chan au moins, on les a, voilà. On a eu à battre le Cameroun lors des éliminatoires du Chan 2009 et du Chan 2014. On a eu à battre le Cameroun à domicile, d'ailleurs. Ils nous ont éliminés en 2022. C'est l'équipe A qui fait... Oui, en 2022. Enfin, en 2022. L'équipe A, juste, c'est le plafond de verre de la RDC. Et surtout parce qu'on est dans une zone qu'on partage, l'Afrique centrale. Alors, je suis en train de parler de l'âme. L'âme du Cameroun porte un nom. On l'appelle le Hemley. Bon. Ici, je ne sais pas si notre âme, c'est le Flimbou, mais je pense pas que notre âme, ça peut être une danse. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Ça, ce n'est qu'un, je sais pas, une connotation, un adjectif, c'est tout. Bon, ça pèse pas. Le Cameroun, quand Eto'o aujourd'hui regrette que ce n'est plus le Cameroun qu'il a connu ou dans lequel il a joué, c'est parce qu'il y avait des guerriers qui savaient se transcender. Et d'une part, moi, je ne veux pas nous ramener à un niveau de seconde zone parce que voilà, on va pas se négliger. On a eu à remonter des scores pendant des grandes compétitions qui sont restées historiques parce certes, on n'avait pas l'âme, mais on avait des tauliers sur le banc. Sur le banc, qui peut se lever et crier sur les joueurs? Pendant que tous les leaders sont sur terrain, personne. Non. Mais, or, il y avait Moulumbu. Moi, je me rappelle de ce match référence. Je pense que si ce match, on l'avait perdu en 2015, ça allait être une honte de 10 ans ou même de 20 ans face au Congo-Brazza. On est mené 2-0. Qu'est-ce qui se passe? Moulumbu se lève du banc, crie sur les joueurs et c'est 4-2. Et regardez la période pendant laquelle ces buts ont été marqués. Il y a eu 6 buts marqués en deuxième période. Et il a fallu que carrément. Donc il a fallu que de ce coup de mot là, de façon à réveiller l'équipe. On manque juste ce leadership sur le banc parce que je ne vois pas Kidiaba crier sur les joueurs, je ne vois pas Miayo se lever. Il n'a pas cette attitude là de crier sur les joueurs, des sabres encore moins parce que bon, il est plus observateur, il voit un peu trop stratégique que méchant. On a besoin des méchants tout simplement. Si vous voulez gagner la guerre, eh bien on ne part pas avec des gentils. Alors l'autre match de barrage va concerner le Gabon et le Nigeria. Ce sera aussi un autre match et notre potentiel adversaire en cas de victoire devant le Cameroun, ce sera l'un de deux. On passe directement à un autre sujet, les représentants de la République, de l'Afrique à la Coupe du Monde, les représentants directs, parce qu'il reste encore une place. Hein. Donc, espérons que ça va être les cas. Donc, le représentant, je disais, il y avait l'Égypte, premier de son groupe avec 26 points. Patrick Boeré a demandé à ce qu'on énumère ou on cite les noms des participants, le gros participants, en tout cas, on va aller là. De chaque groupe après la qualification de l'Égypte, c'était dans un groupe où il y avait le Burkina Faso, malheureux le plus malheureux voilà. Qui a regretté au tout dernier moment. Au dernier instant. Il faut pas de début. C'est leur faute. Guinée-Bissau, peut-être, je sais pas trop, mais bon. Dans le groupe B, il y avait le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Soudan, le Togo, la Mauritanie, le Soudan du Sud, le Sénégal qui s'est qualifié avec 24 points, comme vous l'avez dit, après 10 matchs joués, 7 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite. 22 buts marqués, incroyable. Très, très incroyable. Dans le groupe C, il y avait un tournant, en tout cas avant de jouer la dernière journée. C'était le Bénin qui était premier. L'Afrique du Sud, deuxième, le Nigeria. L'Afrique du Sud, troisième, le Nigeria, toujours deuxième. L'Afrique du Sud, deuxième, le Nigeria, troisième. Et là, c'est le Bénin qui a été renversé, qui s'est fait renverser par le Nigeria, qui a obtenu sa qualification pour les barrages. L'Afrique du Sud s'est imposé largement devant le Rwanda et est passé directement au mondial. Et c'est le Bénin qui est malheureux, encore une fois de plus, dans ce groupe C. Malheureusement pour les Guépards qui ont été ralentis par les Super Eagles. Dans le groupe D, la surprise des surprises, le Cap-Vert qui a empoché sa qualification. Votre équipe favorite, Emmanuel Kifwani, qui s'est qualifié avec 23 points après 10 matchs joués, évidemment. 7 victoires, 2 matchs nuls, un seul match perdu, 16 buts marqués, 8 encaissés, avec la différence de but de 8. Il y avait le Cameroun, malheureusement, qui ne s'est pas qualifié. Le Cameroun s'en est sorti avec 19 points
À l'issue de ce groupe, de ces éliminatoires, il y a la Libye, qui est devant l'Angola, dont vous avez élogié tout à l'heure. Mais la Libye est devant l'Angola, 16 points. Et l'Angola qui arrive à la 4e position avec 12 points. Dans le groupe est le Maroc. Le Maroc, la seule équipe. C'est le feu. On va parler de ce groupe puisque c'est dans ce groupe qu'il y a eu des désordres qui a occasionné évidemment le chamboulement tous ces chamboulements. Le Maroc, 8 matchs joués, 8 matchs gagnés, 0 défaite, 0 match nul, 22 buts marqués comme le Sénégal également et 24 points au finish. Il y a eu le Niger qui est sorti devant la Tanzanie et la Zambie et le Congo d'en face. Le Congo, 5e de son groupe avec un seul point. J'ai parlé du Niger tout à l'heure, 15 points à l'issue de ces éliminatoires et la Tanzanie 10 points. On passe au groupe F où il y avait la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée avec 26 points. Là aussi, il y a eu un petit revers ou un petit revirement puisqu'il y avait le Gabon à un certain moment qui était premier de son groupe. Mais la Côte d'Ivoire a repris le dessus avec 26 points. Je le disais tantôt, le Gabon 25 points, donc un point. Le groupe un le seul plus point. prolifique. Voilà, qui a différencié le 2. Et bien évidemment, on a eu la Gambie, le Kenya, le Burundi, les Seychelles. Dans le groupe G, on enchaîne rapidement avec l'Algérie qui s'est qualifiée avec 25 points à l'issue des 10 matchs joués, 8 victoires, un seul match nul et une défaite, 24 buts marqués. C'est au-delà de tout ce on vient de citer tout à l'heure. L'Ouganda est venu à la 2e position avec 18 points, à ex-aequo avec le Mozambique, 18 points également. Il y a eu juste 2 buts qui les a séparés. Et évidemment, c'est l'Ouganda qui est sorti 2e, mais qui n'a pas pu arracher sa qualification. Il y avait aussi la Guinée, qui n'a pas pu faire grand-chose lors de ces éliminatoires. 15 points à l'issue des 10 matchs, 3 défaites, 3 matchs nuls et 4 victoires. On passe au groupe H, où il y avait la Tunisie qui a remporté la quasi-totalité de ces matchs, à part un seul match nul, donc 9 victoires et un seul match nul. 28 points à l'issue de ces éliminatoires. La Namibie qui est venue à la 2e position avec 15 points, à ex-aequo avec le Libéria et le Malawi qui arrive à la 4e position avec 13 points. Et puis, il y a eu le groupe I où il y avait le Ghana, 25 points, suivi du Madagascar, 29 points. Le Mali, 18 points. Le Mali, 18 points. On en est arrivé à ce niveau. Pourquoi? Comment? Le Mali. En tout cas, ça nous déçoit. On connaît le football malien. On connaît tout ce qui est investi derrière. Et évidemment que ça ne peut que nous décevoir. Mais le Mali qui arrive à la 3e position avec 18 points. Le Comore qui progresse petit à petit aussi, avec 15 points. La République centrafricaine, 8 points. 5e du groupe. Et le Tchad, un seul point. C'est le chèque du groupe. Voilà. Donc, c'est un peu l'image qu'on aura de ces éliminatoires côté zone Afrique. Mais il y a un autre tableau, les tableaux dont j'ai parlé tout à l'heure, la cavalerie africaine lors de cette Coupe du Monde. Il y aura donc l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, les Cap-Verts, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et le Ghana. Enfin, on connaît ceux qui peuvent représenter avec l'épée et l'armure l'Afrique. Vous avez une idée de qui peut réitérer l'exploit du Maroc l'année dernière? Je commence avec vous, Emmanuel Kifwani. Bon, je pense, je vais commencer par le Maroc lui-même. Parce qu'on sent qu'il y a un gros projet sportif derrière. Il y a un projet qui a débuté depuis l'après-CAN 2017. On a senti que le Maroc ne voulait plus, voulait changer de statut, voulait être cette grande nation qui puisse titiller d'autres grandes nations. Et on l'a senti lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'était le cas. Et en dehors du Maroc, je peux peut-être prendre l'Algérie. L'Algérie aussi, ça revient. Tous les groupes. Parce que le Maroc, dont vous faites mention, revient d'un groupe avec le Niger, la Tanzanie, la Zambie, le Congo et l'Érythrée qui s'est retiré. Il ne faut pas perdre. Les hasards du tirage au sort, ils ont bénéficié d'un tirage clément. Non, je ne pense pas que ça ce soit un tirage clément. Non, je ne pense pas que ce soit un tirage clément. Avec tout ce qu'on peut s'attendre au niveau du football africain, eh bien, il faut se mettre en position de ne pas perdre. Et le Maroc s'est mis en position de gagner tous ses matchs. Tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit. Le Maroc travaille de façon à ne pas ressentir de la menace.
tout simplement. Contre qui que ce soit. le Niger. Oui. Quelle est Bon, cette menace? le Niger d'ailleurs, le Niger emmené par Badou Zaki, l'ancien gardien du Maroc, c'est lui qui est le sélectionneur de cette équipe. Mais c'est pas les mêmes niveaux. C'est quel joueur? C'est pas les mêmes niveaux. Hormis le Maroc, on passe. Voilà. Hormis le Maroc. Je prends l'Algérie. Je partirai pour l'Algérie, ça peut aller. Ils peuvent quand même faire cette fierté. Je ne veux prendre que 4 nations. Hein. On y va Et rapidement. après, je prends le Sénégal. Et la surprise, peut-être, je peux rajouter le Cap-Vert parce qu'avec beaucoup de fierté, beaucoup de hargne, cette équipe a vraiment de quoi donner quelque chose au niveau de la Coupe du Monde. Vous saurez pourquoi je vous ai posé cette question bientôt là. Avez-vous? En réalité, c'est de la méritocratie. Les équipes qui se retrouvent parmi le 9 qualifié ont mérité. Oui, on a parlé de l'adversité dans certains groupes et dans d'autres, il y a eu justement ces boulevards. Je parle du Maroc. Les Maroc qui aura d'ailleurs la chance de pouvoir se retrouver encore en Coupe du Monde en 2030. C'est très important de pouvoir enchaîner. Je suis en train d'enchaîner avec justement ces qualifiés. Je pense que l'équipe qui mérite pour moi de pouvoir représenter valablement l'Afrique, je vais parier sur le Sénégal et les Maroc. Pour moi, ces deux nations peuvent justement aller titiller les grandes nations au niveau mondial. Je vous ai parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échec de la mission lors de la Coupe du Monde 2022. On a eu donc le Sénégal qui a été sorti en 8e des finales, rappelez-vous. La Tunisie qui est sortie 3e de son groupe D avec 4 points. Le Maroc qui est 4e. Quatrième, qui a joué la petite finale. Et bien sûr. Contre la Croatie. Et a été éliminé par la France en demi-finale. Le Ghana, 4e de son groupe avec 3 petits points. C'était le groupe H, si je me souviens bien. Et le Cameroun, 3e de son groupe avec ces fameux 4 points où ils ont battu le Brésil. Ouais. Le chemin devient encore un peu long pour le pays africain parce que rappelez-vous, la dernière Coupe du Monde, c'est pas ce qui va se jouer cette fois-là. Le format s'est élargi. Oui, on a bénéficié de beaucoup de places, mais il faudra encore cravacher pour aller chercher à remporter la première Coupe du Monde. Il faudra encore cravacher, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés, malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, Emmanuel Kifwani. On va prendre d'abord l'état des lieux qui va annoncer ce sujet. On va revenir juste après. 9 nations africaines ont validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Parmi elles, la grande surprise vient du Cap-Vert, auteur d'un parcours remarquable. Les Requins bleus ont terminé en tête de leur groupe devant le Nigeria, signant la plus belle performance de leur histoire et prouvant que les petites nations peuvent désormais rivaliser avec les grands d'Afrique. Autre fait marquant, l'Afrique du Sud, 3e à mi-parcours, les Bafana ont su inverser la tendance pour coiffer le Bénin et s'offrir une première qualification depuis 2010. Leur solidarité et leur discipline ont été la clé d'un retour attendu sur la scène mondiale. Enfin, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont confirmé leur statut invaincus. Les Lions de l'Atlas enchaînent une 2e qualification consécutive, tandis que les éléphants champions d'Afrique en titre ont tenu leur rang avec assurance. Le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Ghana complètent la liste de 9 représentants africains au Mondial 2026. C'est arrivé tardivement pour que vous ayez une vue globale de ce qui se passe ou ce qui se passera en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Messieurs, le froid du Canada va peut-être frapper sur les Cap-Verdiens. Ah non, pas du tout. En tout cas, ça, c'est une équipe qui s'est battue. Une sélection qui a 11 ans sur la scène internationale. 11 ans, je parle de leur début en 2013, lors de cette CAN en Afrique du Sud, logé dans un groupe avec l'Afrique du Sud, le Maroc, voilà, de l'époque. Ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui, certes, et l'Angola, qui, comme à chaque fois, se retrouve sur le chemin du Cap-Vert. Eh bien, cette équipe capverdienne avait atteint les quarts de finale après un surprenant résultat favorable face à l'Angola, 2-1. Et c'est vu rabattre par le Ghana de Wakaso, 2-0, mais dans la douleur. En plus de cela, il y a eu encore, et il y aura toujours le Cameroun sur le chemin de cette équipe des Requins bleus, les Camerounais qui ont été éliminés de la CAN 2013 lors des barrages par les Cap-Verdiens. Et cette fois, c'est encore le cas pour filer en Coupe du Monde après ce but de Livramento. Vous l'aimez bien, apparemment.
Beaucoup en tout cas. C'est une équipe que j'apprécie, c'est une équipe que je suis depuis 2000. Livramento. Bon, Livramento, oui, parce que bon, à peine, je pense qu'il a 23 ans. 23 ans, voilà, c'est un joueur qui a su imposer ses marques dès les premières minutes de sa première rencontre avec cette équipe capverdienne. Voilà, alors moi je vois cette équipe qui ressort du fond des océans d'Afrique au ciel d'Amérique, une campagne ivoirienne où les requins bleus ont fait bonne impression, en tout cas lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Victoire face au Ghana, surprenante victoire 2-1, 3-0 face au Mozambique, les homologues lusophones, et 2 buts partout dans ce match, dans cette rencontre sans merci face à l'Égypte. 1-0 lors des huitièmes de finale face à la Mauritanie en huitième, enfin bien sûr, but de Ryan Mendes, et la boucle s'est refermée pour ce chemin de la CAN avec une équipe qu'ils ont eu à croiser lors de leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud, en 2013. Comme en 2013, et bien en 2024, au niveau de la Côte d'Ivoire, un 0-0 au temps réglementaire et défaite 2-1 au tir au but. Les acteurs majeurs de cette qualification, ce sont ces fidèles joueurs depuis 2013 qui sont, je vais parler de Ryan Mendes da Graça, le capitaine actuel, Josimar Dias Vozinha, le gardien de but, et sans oublier le sélectionneur Boubista. Vous avez mentionné l'Afrique du Sud. La première fois que j'ai su qu'il y avait une équipe de football américaine, c'était en Afrique du Sud, à la Coupe du Monde. Eh bien, on va essayer d'inverser la tendance. Vous pensez que cette équipe sud-africaine, qui est en majeure partie composée des locaux, peut faire la différence à la Coupe du Monde? Le plus important, c'est que c'est un collectif qui se connaît parfaitement bien, parce que vous avez parlé de cet effectif des locaux. Ils ont un temps assez large de préparation des rencontres internationales, parce que les rassemblements, on doit se les dire, lorsqu'on doit rassembler les joueurs, ça ne prend pas assez de temps, contrairement à des nations telles que la République démocratique du Congo. Il faudra toujours patienter. Je pense que l'Afrique du Sud peut justement aller faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. On a dit il y aura une large composition de groupe. On sait qu'on va se retrouver avec beaucoup plus des possibilités d'adversité pour se qualifier. Le Cap-Vert, comme le disait justement Emmanuel, pour moi, le plus important, c'est d'abord se qualifier. Se qualifier pour cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça va engendrer après? C'est qu'il y aura beaucoup plus d'amour pour certains joueurs qui jouent au niveau de l'Europe, qui refusent de venir. Ils vont commencer à venir parce que le Cap-Vert a atteint un niveau sur le plan mondial. Et le projet, également du côté, que ce soit pour le gouvernement ou pour la fédération, ils peuvent revoir les projets et l'ambition pour les futurs. Ça, c'est déjà une très très bonne chose pour les Cap-Verts, que la sélection ne franchisse pas justement l'étape à venir. Ça ne sera pas un grand problème, parce que l'objectif premier et principal était de pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais pour l'Afrique du Sud, je pense que c'est vraiment une nation qui peut aller faire quelque chose, parce que j'adore la détermination, j'adore le football sud-africain. Ils ont énormément un sérieux, et je peux terminer avec l'Égypte. Oui, bien sûr. C'est une nation pour moi qui domine l'Afrique du début jusqu'à la fin, mais qui n'arrive pas à pouvoir s'imposer sur le plan international. Mais ça doit être ça doit être l'inquiétude des dirigeants, que ce soit de la fédération égyptienne ou de l'État égyptien. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils se contentent seulement à dominer l'Afrique d'une manière outrageuse, mais à être impuissant justement sur le plan international. Ça sera à revoir. C'est 0 match gagné en Coupe du Monde. 0 match pour l'Égypte. Cette domination a été enterrée en 2000. C'était encore en 2000 combien? La CAN du Cameroun. 2006, 2008, 2010. Du Cameroun. Ah, le Cameroun? 2017. En 2017. Ouais. En 2017 par nos amis camerounais, en tout cas, messieurs. Et en 2022, face au Sénégal. on va s'arrêter là. Merci à vous, en tout cas. On aime les footballs africains, on aime en parler, on aime débriefer. On peut avoir plus de 5 heures du temps. Et on aime entendre les exemples concernant la RDC de Patrick. Ah, bien sûr. On fait toujours cette étude comparative qui reste importante. Voilà, merci Emmanuel. Merci à vous aussi. Vous avez un dernier mot? En tout cas, c'est juste pour souhaiter joyeux anniversaire à ce grand monsieur qui nous suit depuis Paris, Caleb Bombo. Djibi, le baron, le papa,
très Il aime responsable. le sport, j'espère. Il aime beaucoup le football africain et je vais quand même pincer un autre petit point. Voilà, saluer mon vieux père spirituel, le vieux Patrick Manouani na papa na Ethan Espoir na Evan. Voilà, J'ai regardez cru que l'enchaînement c'était des prénoms. J'ai cru que c'était moi. Patrick, un dernier mot. Non, mais j'ai juste vous remercier pour la confiance. Enfin, on m'a remercié. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve donc très prochainement dans Samedi Sport, mais en attendant, restez branchés sur Innov TV.